Achieving the first solar flight around the world. This is the story of two men. Bertrand Piccard, psychiatrist and explorer, and André Borschberg, engineer and entrepreneur. A team driven by a vision of the future and a passion for innovation. And the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel. Together with their partners, they wanted to show the power of pioneering spirit and clean technologies to bring solutions for a better world. Solar Impulse, the adventure showing that change is possible. Bonjour à toutes et à tous. Sacrée aventure ce Solar Impulse, c'était vraiment très impressionnant. Et j'ai eu la chance en fait de participer au tout début, dès le démarrage de l'aventure vraiment. Et puis aujourd'hui, je suis en charge du partenariat avec Solar Impulse pour le groupe Solvay. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous partager quelques moments qui ont été des moments forts, des moments importants, qui finalement ont eu un impact un peu inattendu sur ma vie professionnelle, parfois sur ma vie personnelle aussi. Alors, il faut que vous compreniez bien que ça a démarré en 2003, et en 2003, Bertrand Piccard, invité par Solvay pour fêter les 140 ans de l'entreprise, vient présenter son projet de vouloir faire le tour du monde avec un avion solaire. Bon, visionnaire, certes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bertrand Piccard, en fait, il est médecin psychiatre. Et alors attendez, parce que son père, non, une famille d'aventuriers. Son père, c'est le premier à descendre dans la fosse des Mariannes à moins 11 000 mètres avec un bathyscaphe. Très fort. Le grand-père, le grand-père, Auguste Piccard, c'est le premier homme à aller dans la stratosphère avec un ballon. Il a flirté avec les 16 000 mètres. Bon, alors avec une famille comme ça, vous vous dites, pas facile. Bien. Bon. Et lui, en fait, il est là devant imaginez les 140 ans d'une entreprise, c'est quelque chose de très important. Et lui, il nous explique que comme il avait déjà fait le tour du monde avec un ballon, avec 4 tonnes de propane, j'ai dit, plus du tout dépendre des énergies fossiles. Je fais le tour du monde, bon, avec un avion qui sera solaire. Et là, moi j'étais dans la salle, j'étais en charge d'une équipe, en charge d'un petit business, et on était plusieurs de mes collègues là, tous scientifiques, et puis on se regarde, on se dit, c'est qui ce type? Fou, non? Et à l'époque, c'est clair, on s'était dit, c'était impossible. Alors, on voit quand même que le management qui était là, les actionnaires, il y a toujours, si vous voulez, les actionnaires de la famille, des membres des familles fondatrices qui sont là, qui se disent si ça, effectivement, ça nous semble quelque chose qui pourrait être possible. Que moi, 2003, j'étais convaincu, c'est pas possible. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'en fait, cette famille, Monsieur Solvay est passionné par la science. Monsieur Solvay, en 1911, il crée ce qu'on appelle les conseils de physique, et puis une année sur deux, c'est chimie physique. Et ça, c'est une photo de 1927. La famille est passionnée par ça aujourd'hui, donc la science, si vous voulez, fait partie un petit peu de leur ADN, et ils pensent que ça peut vraiment contribuer à nous aider face aux défis de la planète en ce moment. Je pense au changement climatique, par exemple. Et donc, il avait réussi à rassembler tout le gratin de la science mondiale. Et là, en fait, vous avez, sur cette photo, vous avez Einstein, excusez du peu, Marie Curie. Alors, en haut à gauche, Auguste Piccard. Et puis, on retrouve, Schrödinger. Sur cette photo-là, il y a 17 prix Nobel et quelques nœuds papillons. Alors, évidemment, ils nous disent on y va, alors que nous, on s'est dit non, c'est pas les scientifiques d'accord, mais c'est pas grave. Le management a dit on y va. Mais alors, imaginez une comme ça qui a 140 ans, 30 000 personnes,
Et c'est une espèce de gros éléphant comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Partenaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors on avait un portefeuille de polymères techniques d'assez gamme, donc ça nous positionnait bien sur la ligne d'arrivée. Pardon, la ligne de départ. Ah oui, ça, on ne voyait pas la ligne d'arrivée. Ben oui. Et c'était un petit peu inquiétant. Mais bon, on s'était dit que finalement, c'était faisable, on devait pouvoir trouver quelque part notre place. Mais surtout, ce qu'on n'avait absolument pas imaginé, c'est que cette décision prise par finalement le haut management, ça a déclenché une espèce de grosse étincelle dans le groupe. Tout d'un coup, les gens se sont sentis appartenir au projet. Vous imaginez, 30 000 personnes, tous les matins ils se lèvent et ils pensent à ce projet-là, et ils ont envie d'y participer. Les 30 000 n'ont pas participé, je vous arrête tout de suite. Mais ça donnait du sens à chacun, se lever le matin, aller travailler, il y avait ce projet-là, une petite étincelle dans les yeux, ça a donné vraiment beaucoup d'énergie. Alors, vous verrez, ça en a donné aussi aux scientifiques, parce que c'est quand même eux qui ont dû faire certaines choses. Mais on a pu participer même pour des petites choses. Regardez, par exemple, moi j'avais acheté 2 petites cellules solaires sur l'avion pour mes enfants. Voilà. Bon, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'était super attachant. Puis quelque part, ils participaient un peu. Donc je pouvais leur en parler. Non, c'était chouette. Bon, maintenant on a dit un avion solaire. Alors, ça ressemblait à ça à l'époque. Comme une grande libellule. Ça fait 72 mètres d'envergure. C'est un petit peu plus petit qu'un Airbus A380. Ça fait ma voiture. Et la puissance d'un scooter. Ne vous moquez pas. 75 km/h de vitesse moyenne. Donc c'est quand même un engin particulier. Et puis ça reste un avion. Donc, je me souviens avoir discuté à un moment avec Bertrand. J'ai dit, tiens, les constructeurs aéronautiques. Il dit, oui. Et alors, ils sont de la partie. Enfin, non. On ne donnera pas de nom. Ils ne veulent pas. Qui t'a trouvé là? Ah bah voir des Suisses, parce que Bertrand il est suisse. Bertrand en fait disait qu'il était médecin psychiatre. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il n'avait pas d'avion, il n'avait pas d'argent, et il était pote. Et il me dit oui, bon. Alors il a été voir Alinghi, qui est une société qui fabrique des bateaux. Et c'est eux qui font les bateaux de l'America's Cup, donc c'est gros voiliers magnifiques. Ils ont gagné 2 fois la coupe. Il n'y a pas de mer en Suisse, hein, on est d'accord. Alors je dis, mais t'es allé voir des gens qui font des bateaux pour faire un avion? Ouais. Pourquoi ils ont dit oui? Et Bertrand a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais alors, ok, les défis là, nous on s'est dit, on va essayer de regarder un petit peu quels sont finalement les facteurs qui sont attendus par cet avion. Il doit voler la nuit, on est d'accord. À l'époque, les technologies, pas. Les batteries, alors les batteries au plomb, batteries au lithium, forcément, batterie lithium-ion, c'est 10 fois plus léger. Imaginez l'avion avec les batteries au plomb, c'est bien pour aller sur le tarmac, mais sinon, batterie au lithium. Ok, là, on est dans la chimie du lithium et du fluor, on a peut-être quelque chose à faire. Et puis on se dit, mais on va essayer d'écouter en fait. Quelles sont les réelles fonctionnalités qu'attendent finalement l'équipe du Solar Impulse. Et alors c'est assez étonnant parce que cette méthodologie-là qui s'appelle Market Pool, c'est vous écoutez la demande de votre... La personne qui est en face de vous, vous l'écoutez et vous essayez de comprendre les fonctionnalités qu'il attend, il ou elle attend. Et vous transformez ça en propriété. Et à ce moment-là, les scientifiques rentrent en discussion et eux, ils imaginent des solutions chimiques, de matériaux, etc., etc. Et c'est vraiment cette façon de traduire le besoin du marché exprimé, c'est simple, je vais faire un avion, en technologies qui nous ont conduit, pas que nous, bien certes, mais à finalement développer des solutions qui étaient intéressantes. Donc on y va. Bon, finalement, c'est quoi les défis? Alors, on est tous d'accord qu'il faut qu'ils soient légers. Alors, c'est par ça. On a donc travaillé avec ces fameux polymères et on a en fait à droite les ailes du Solar Impulse en composite renforcé de fibres de carbone, etc. Avec des tests grandeur nature, avec des poids. Mais à gauche, ce qui était amusant, c'est que je me souviens, mes collègues, le camion là, il est arrivé, trou, etc. Il s'est garé devant le hangar.
C'était à l'aéroport de Payerne en Suisse. Puis ils ont fait, non, c'est pas là. Vous avez vu le truc, super lourd. Non, non, c'est pas ici. Le type est sorti avec son Bordeaux, il a fait, si, c'est là. Et il a sorti les longerons de l'avion. Ça, c'est le tête de l'avion. Et le type, il porte ça. Juste, ça vous donne une idée de la légèreté. Il fait 60 kilos. Alors, évidemment, quand vous voyez ça, vous dites effectivement il y a des sacrés progrès qui ont été faits. Alors ça, c'était pour l'allègement. Après, je vous ai parlé des batteries. Finalement, l'énergie solaire qui arrive sur les cellules est transformée en électricité. Et ça, il faut stocker dans les batteries et faire tourner les moteurs électriques. Stocker dans les batteries, pourquoi? Parce qu'en fait, il vaut la nuit aussi. Pas de batterie, pas de nuit. Ok, bon. Alors on regarde ça, on avait effectivement, je disais, la chimie du lithium, on travaillait sur des électrolytes, etc. Et puis, la chimie du fluor, on a un polymère qui semble être un très bon candidat, le PVDF pour les spécialistes. Et ce produit, en fait, il peut servir de binder, de séparateur à l'intérieur de la batterie, parce que ces polymères fluorés ont une très bonne résistance chimique, c'est bien avec tout ce qui traîne dans la batterie, et puis surtout une très grande résistance thermique. Parce qu'en fait, les batteries, elles chauffent. Ok. Donc, on choisit ce produit-là, on développe un cadre qui va bien, et on fait évidemment le partenariat avec Solar Impulse et le fabricant de batteries. Alors, on pensait que c'était un bon choix, mais vous allez voir, peut-être pas. Et puis, ça, c'est l'avion. Ça, c'est magique. C'est bon, il y a un prototype, que d'ailleurs, si vous voulez aller voir, il est à la Cité des Sciences, il y a un musée à Paris. Il est exposé là, et le prototype à Payerne, toujours pareil, le premier vol d'essai, ça s'appelait Flea Hop, saut de puce. Il y a un pilote d'essai à l'intérieur. Le pilote d'essai, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre, sentir l'avion et de parler aux ingénieurs qu'il faut changer. Et donc, il a fait un saut de à peu près 1 mètre sur 200 mètres. Et nous, on était tous... Non. On s'est senti un peu ridicule après, mais en fait, non, au moins il vole, quoi. Bon, après, on a des vrais vols. Là, en fait, l'avion, il va faire son tour du monde. Imaginez, on est à Abu Dhabi, mars 2015. C'est 12 ans après le démarrage du projet. Quand on parle de contrôle à montre, 12 ans, c'est énorme. Sponsor, sortez de l'argent quand même. Partenaire technologique, c'est chouette, ça fait travailler les équipes, mais c'est du temps aussi. Mais finalement, on fait un truc impossible, 12 ans, peut-être c'était pas mal. Et puis, il part d'Abu Dhabi, vers l'Est, il va faire le tour de la Terre, bien sûr. Et alors, entre-temps, Bertrand, il est super pilote. Bon, donc 2 pilotes. Et on arrive au Japon. Et là, qu'est-ce qui se passe au Japon? Il faut traverser l'océan Pacifique. Là, c'est André qui est à bord. Imaginez, hein. Vous êtes tout seul dans ce truc-là, il n'y a qu'une place. Hein. Et il va voler pendant 5 jours et 5 nuits. Je me souviens avoir discuté avec lui, voilà, il est arrivé sain et sauf, heureusement, ouf. Sauf qu'en fait, quand on décide de faire partir l'avion, eh bien en fait, on vérifie plein de choses, on vérifie la météo, parce qu'en fait, c'est prêt, hein, c'est comme une petite libellule. Il faut pas d'orage, il faut pas de grand vent, donc c'est pas facile du tout. Et donc, il part, et malheureusement, il y a des petits incidents climatiques qui l'ont obligé à tirer sur les batteries, à monter en altitude parce que les vents changent, etc., etc. Donc on arrive à Hawaï, et sauf, magique, mais les batteries, fallait plus que les changer, il fallait changer la technologie. Notre PVDF, là, il est bien, mais il isole trop, de sorte que les batteries ont surchauffé, donc ça va pas. Donc on a dû travailler. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à nos chercheurs de travailler autrement, c'est-à-dire de se mettre dans un mode qui finalement qu'on appelle agile. Et vous savez comment ça marche? On prend des petits groupes, on leur donne de l'argent, t'as pas 6 mois, hein, quelques semaines, dépêche, mais surtout on leur fiche la paix. Ils sont en mode start-up. Et là, effectivement, ils réfléchissent, et en fait, ils testent très très vite les idées. Et l'idée, c'est d'avoir la possibilité de générer des idées, de les tester, proof of concept, et de faire tout de suite un petit prototype, d'essayer si ça marche. Idée suivante. Utiliser la modélisation. La modélisation, hein, c'est assez exceptionnel. Hein, je me souviens être rentré dans un laboratoire un jour et discuter pour préparer une visite, et il y avait sur un écran, un peu comme un jeu vidéo, des petits trucs qui se baladaient dans l'écran.
Et mon collègue mathématicien m'explique qu'en fait, il avait modélisé le déplacement des ions lithium au sein de la batterie. Ok. Donc 9 mois de retard, contre la montre, là, c'est l'horreur. Et ça, petit flashback, ça c'était intéressant, il fallait protéger ces cellules solaires, 270 mètres carrés. Alors Solar Impulse, il nous dit, tiens, vous n'avez pas un polymère fleuré là? Si, il y en a un, et c'est TFE pour les spécialistes. Résistance UV, très résistant mécaniquement, parce que sur le tarmac, il est comme un cormoran, l'avion met en l'air, c'est souple comme ça. Et transparent. Alors mes collègues, le centre est en Italie, près de Milano. Alors ils font un petit rouleau, ils l'envoient à Solar Impulse, ils font ça, ça marche à tous les coups. C'est le produit qu'on utilise pour faire les grandes structures architecturales autour des stades, etc., qui sont magnifiques. Et en fait, la réponse s'est pas fait attendre, ils ont renvoyé trop lourd. Trop lourd? Ouais, trop lourd. Bon, alors ils ont travaillé, ils ont réussi quand même à diminuer l'épaisseur par 2. Ils étaient très fiers. Ils l'ont envoyé, et Solar Impulse leur a dit trop lourd. Donc là, imaginez les Suisses qui disent ça et les Italiens, que pas ça. Donc ils ont été voir. Trop lourd. Hey, Solar Impulse a dit merci. Il est bien votre polymère. Ah, peut-être faudra le changer, l'adapter, peut-être la façon dont vous faites le film, vous faites autrement. Autrement, ils sont marrants. Ils repartent. Donc là, on se pose la question des spécialistes. Avec des spécialistes, on n'est pas sûr qu'on gagne du temps. Et donc, ils ont décidé, avec beaucoup de courage et une certaine humilité, de rassembler des au profil très très variés. Mathématiciens, des physiciens, des gens spécialisés en rhéologie, etc., etc., tous ces gens-là. Et cette façon de travailler là a permis vraiment, grâce à ces profils très divers, à finalement diminuer l'épaisseur par 20. C'est-à-dire que le film qu'ils ont envoyé la dernière fois, il est 5 fois plus fin qu'un cheveu. Et aujourd'hui, quand on embauche des gens dans notre centre là, en Italie, avec toutes les nationalités bien sûr, eh bien on leur raconte l'histoire. On leur dit, nous ici on fait des trucs impossibles. Parce qu'en fait, ceux qui étaient des spécialistes, finalement ils ont dû s'entourer de gens qui avaient d'autres façons de voir les choses. Et puis, cet avion, il a forcément fait le tour du monde. Là, le dieu égyptien Ra trouverait ça vachement sympa, le dieu du soleil, l'avion enfin. Et ça, c'était assez exceptionnel. Il a effectivement fait ce tour du monde là de façon magistrale. Évidemment, grâce à l'équipe du Solar Impulse, à la vision de Bertrand Piccard, André Borschberg qui était aussi pilote, mais il était à la manœuvre pour le management. C'était vraiment une aventure assez exceptionnelle. Et je dirais que ce que je retiendrai aujourd'hui, entre autres, c'est que si vous vous entourez de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, si vous vous entourez de gens qui sont pas forcément spécialistes alors que vous pensez que vous l'êtes, finalement, on a adopté ces méthodes de travail aujourd'hui. Et on s'est aperçu qu'avec l'énergie que mettaient certains de mes collègues dans le projet, ça a changé la trajectoire, ça avait une influence sur le temps. C'est Einstein qui pourrait nous raconter ça. Et ça, c'est très important. S'entourer vraiment de gens qui sont très différents et oser finalement se mettre un petit peu en danger, mais écouter les autres parce qu'ils vont voir le projet d'une autre façon et leur opinion va vous aider à vous construire et à vous faire la vôtre et à avancer et progresser. Voilà. Donc le conseil, embauchez pas des gens qui sont comme vous. Merci beaucoup.